jamais vous êtes fan des Knicks, c'est le moment de mettre votre maillot, de sortir dans la rue, de célébrer, d'aller sur les champs, de crier fuck Boston, fuck les journalistes, fuck tous ceux qui n'ont pas cru en nous, ou encore je vous l'avais dit, parce que les Knicks mènent 2-0 contre les Celtics en demi-finale de conférence, victoire 91-90. Shai, premier match, les Celtics avaient 20 points d'avance, gros comeback des Knicks, Bronson décisif, Michael Bridges qui vole un ballon. On a dit, non, ce scénario quand même, ça va pas se reproduire. Peut-être que les Knicks vont regagner un match, mais il y aura quand même pas le même scénario. Deuxième match, Shai, les Celtics ont 20 points d'avance, gros comeback des Knicks, Bronson décisif, Michael Bridges qui vole un ballon à la fin. Et ça, je crois que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Les dieux du basket veulent nous envoyer un message. Qu'est-ce que tu retiens? La thèse de l'accident du premier match que j'ai beaucoup défendu. Là, c'est plus. Enfin, il y a 2 accidents de suite. C'est plus là. Il y a plus de hasard, je crois. Alors, on va peut-être nous dire, vous changez d'avis d'un match à l'autre, mais sur le premier, à la fin du premier, et je pense que ça se sentait dans la manière dont j'évoquais le résultat. Franchement, j'aurais été prêt à parier gros que les Celtics allaient rebondir sur le match d'après et gagner même presque facilement. C'était irrespectueux pour le Knicks probablement. On a vu ce qui s'est passé là, mais j'avais le même niveau de confiance que je sais pas si t'as vu ce qu'a dit Paul Pierce. Paul Pierce, exactement. J'allais t'y amener. il a dit si les Celtics perdent le match 2 à la maison demain, je marche jusqu'au boulot. Il y a 15 miles et je viens en pyjama sans chaussures. Et je mise ma maison sur ce match. Il a même dit il y a plus de chances de croiser un dinosaure dans la rue que les Celtics. Et tu sais quoi, le pire, c'est que je suis assez d'accord avec lui et je me suis trompé tout autant que lui. Voilà, mais tout le monde s'est trompé et j'avais sous-estimé l'espèce de manque de confiance et les difficultés psychologiques qu'il y a là chez les Celtics parce que tu peux pas mener 2 fois de 20 points, même contre une équipe aussi tenace, vaillante que les Knicks. Il a jamais, on a vu encore là, c'est le même scénario. Il remonte 20 points à la fin. Bronson qui fait un match pas incroyable en attaque, il était pas très adroit. Il met les paniers importants et Bridges qui vole la dernière sur la tentative de passe de Tatum. Enfin, mais 2 fois le même scénario, c'est très inquiétant. 2 fois une grosse maladresse aussi. Alors ils ont moins raté de panier à 3 points parce qu'ils en ont pris un peu moins que sur le premier match. Mais ils ont encore beaucoup raté. La maladresse des Celtics dans des situations ouvertes. Dans le 4e quart-temps, ils ont raté 13 tirs de suite à un moment et ils n'ont pas marqué pendant 7-8 minutes, quelque chose comme ça. 8 minutes. C'était invraisemblable parce que c'était même pas... Alors, à nouveau, je veux pas donner l'impression de discréditer ce qu'ont fait les Knicks 2 fois, c'est exceptionnel. C'est vraiment fort sur la ténacité et le fait d'y croire, de saisir l'opportunité. Mais 8 minutes sans marquer de panier à la fin, une maladresse comme ça, un langage corporel pas fou entre Tatum, Brown, d'autres. Porzingis est malade, mais là il était là en sortie de banc. Je commence il est temps de s'inquiéter pour Boston. Tu perds 2 matchs à domicile. Si on s'inquiète pour les Cavs avec leurs blessures et le score qu'il y a, on est obligé de s'inquiéter aussi pour Boston. Moi, je vais d'abord parler des Knicks parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les Celtics. Mais je vais d'abord parler des Knicks. En qui, au final, j'ai jamais cru cette saison. Moi, j'ai jamais pensé. Moi, je le pense toujours pas tout à fait, mais là, les fans des Knicks peuvent s'agiter devant moi. Je pourrais que m'incliner. Les Knicks, quand même, il y a un truc. Avant même que je parle de talent, tout ça, c'est quelle force de caractère, quand même. C'est admirable. Je suis admiratif de la force de caractère. Ce match, il est pas très beau à regarder. Non. C'est marrant parce qu'il y a plein de talents sur le terrain, mais c'est pas forcément toujours bien organisé. Et on pourra un jour reparler des coachs. Je pense que Théo aura des choses à dire, notamment sur la manière dont les Knicks exploitent leur talent offensif. Mais par contre, c'est une équipe qui lâche pas, à l'image de Josh Hart, à l'image de Michael Bridges. Que pareil, si je reste sur moi-même, sur mon petit avis personnel, que j'ai souvent critiqué, il est extra. Et je l'ai trouvé très. Enfin, c'est marrant parce qu'à la fin, lui aussi, il prend des tirs dégueulasses parce qu'il est mis dans des positions dégueulasses, mais il met 14 points. Ces 14 points, il les met tous dans le 4e quart-temps. Il est virevoltant, il est en confiance. Tu vois cette phrase que Momo Eni il dit quand il dit « Ne soyez pas complexés !» Eh ben, les Knicks, ils sont absolument pas complexés, en fait. C'est vraiment sûr de notre force. Et derrière, il y a évidemment quand même du talent. Et je veux dire aussi, tu vois, la défense des Knicks, pas leur point fort. Il y a la combativité, il y a la rigueur, pas leur point fort. La défense des Knicks, là, elle est excellente. Enfin, elle est excellente. Je vais mettre un petit bémol parce que après, je vais te rejoindre sur Boston. Il y a plein de moments où la défense des Knicks, elle laisse des tirs ouverts. Mais par contre, Bronson, il y a des moments,
il est décisif sur l'homme, il tient son vis-à-vis. Il y a des moments où Kat, il tient son vis-à-vis. Anunoby, il fait un job aussi en défense, et Bridges, bien sûr. Josh Hart, je sais même plus comment parler de Josh Hart. La combativité de ces mecs-là. Meilleur marqueur du match, Josh Hart, 23 points. C'est vrai, meilleur marqueur. Il est excellent. Et même, je vais citer 2 remplaçants, Miles McBride et Mitchell Robinson. Les 2 ont eu un vrai impact sur ce comeback. Quand il y avait encore plus 20 pour Boston, c'est eux qui ont réduit l'écart pour l'amener presque autour des 10 points. Donc. Début du 4e quart-temps, ils sont excellents. Et cette combativité, et voilà, et après, je veux pas non plus tout mettre sur le caractère parce qu'il y a aussi quand même du talent. Jalen Brunson, il met encore je pense surtout à son step back à 2 points là, qui redonne le premier. En fait, c'est pas qu'il donne, qui donne le premier avantage du match à New York à genre 1,50 de la fin. Non, franchement, les Knicks, chapeau sur ce qui se passe. Et Kat, bien sûr, qui fait lui aussi 21 points, 17 rebonds. Quand il fait pas de faute débile, c'est un attaquant en norme et il a dominé à l'intérieur, il prend beaucoup de rebonds, 21 points. Pas assez mis en avant au passage par sa propre équipe. Oui, probablement, ouais, très certainement. Mais ça, oui, on pourrait y revenir. Théo nous le dira très bien sur le fait qu'il est pas le seul. Hein, même des fans des Knicks pensent que le talent qu'il y a dans l'équipe est pas assez exploité. Moi, au cours de la saison, quand je disais, ça fait ça fait 1 an que j'attends que les Knicks défendent comme ils devraient défendre avec le personnel qu'ils ont. Parce que tous les noms que tu as évoqués, c'est à part Brunson qui est pas identifié comme un bon défenseur, hein, et Kat, mais sinon il y a quand même 3-4 joueurs qui sont pour moi des forts défenseurs individuels. Moi, j'attendais ça de leur part, et là, sur ces matchs-là, oui, Boston craque complètement psychologiquement, mais les Knicks font plus que ce qu'ils ont fait parfois pendant la saison, où on les trouvait désespérants en défense. Ils prenaient des 120, 130 points contre des équipes contre lesquelles ils auraient pas dû perdre ou prendre autant de points. Mais oui, voilà, il faut saluer à la fois la force de caractère des Knicks et le talent des joueurs en place. Voilà, t'as raison. Et on peut peut-être passer à Boston parce qu'il y a, moi je comprends pas. Pareil, j'ai l'impression que dans ces playoffs, alors je vais parler pour moi parce que même j'ai sous-coté des équipes, surcoté des équipes, eu trop confiance en certaines, pas assez en d'autres. C'est rattrapable, hein. Il y a des équipes qui ont déjà rattrapé des 2-0, mais il y en a pas énormément qui ont comblé des 0-2 avec 2 défaites à domicile. 15% des séries. C'est pas négligeable non plus, mais c'est effectivement très rare. Parce qu'on peut se dire, de l'autre côté, ça veut dire 85. Quoi. Ouais, il y a 15% des équipes menées 2-0 après avoir perdu à domicile qui ont gagné des séries. Ils peuvent se dire que pendant la saison, ils ont gagné au Garden. Ils peuvent se dire que les Pistons ont gagné plusieurs fois au Garden. C'est pas malgré le culte autour du Garden, de Madison Square Garden, c'est pas une forteresse imprenable en théorie. Il n'y a pas les conditions particulières qu'il y a à Denver où on sait que c'est difficile d'aller gagner là-bas. Mais ils sont quand même dans une sacrée mouise, hein. Ils vont devoir trouver quelque chose là. Je sais pas quoi. Je pensais pas qu'ils seraient aussi dépendants. Tu l'as dit plusieurs fois dans la saison, hein, dans les CQFR, dépendants de l'adresse extérieure et de l'adresse tout court. Je pensais qu'ils avaient vraiment une marge assez importante et qu'ils pouvaient se permettre d'être maladroits. Là, j'ai pas aimé ce que j'ai vu dans les attitudes et les regards. Ouais, il y a eu craquage, quoi. Après, ils sont extrêmement maladroits là. Ils ont pris 100 tirs à 3 points en 2 matchs, ils en ont mis 25. Ils en ont raté 75. C'est immense. Et le plus fou, je peux maintenant aller sur Boston. Pour moi, c'est un choke job, mais extraordinaire. 2 fois, tu mènes de 20 points. 2 fois, tu mènes de 20 points malgré ta maladresse. Là, ce qui a changé entre le premier match et le deuxième, c'est qu'ils ont quand même essayé de mettre de la variété dans leur jeu. Il y a eu plus de drive, parfois très maladroitement d'ailleurs. Parfois, ça a donné l'impression qu'ils étaient perdus. Ils ne savaient plus exactement quoi faire, mais il y a eu du drive, il y a eu de la volonté et ils ont été très maladroits à 2 points aussi. Mais le plus fou, en fait, sur ces ratés, c'est qu'il y a des tirs ratés. Enfin, la plupart sont très ouverts. Ouais. C'est pas comme s'il y avait... J'ai dit les Knicks sont bien défendus, mais il y a quand même plein de moments où, en fait, les Celtics arrivent à avoir le shoot qu'ils veulent avoir. Et en plus, il y a plein de 3 points. Il y a des 3 points qui ne viennent pas juste de circulation en périphérie, mais qui viennent d'un drive, d'un décalage et de la balle qui ressort. Donc, normalement, des 3 points où tu es mis dans des meilleures conditions. Tout seul, les mecs ont raté. Tout seul, les mecs ont raté. Et le pire, ils n'ont pas raté un petit peu. Il y a eu des tirs ratés, complètement ratés. Le premier tir de Tatum, je vais venir sur Tatum, parce qu'on me dit souvent que je défends Tatum, etc. Bah, c'est vrai, on peut parler de Tatum là quand même. Tu sais que tu as perdu le game 1 à domicile. C'est un match où tu es attendu, tu es champion en titre.
Le plus fou, Tatum, c'est que si tu veux le défendre, là, tu peux te dire, au-delà de son adresse, il a quand même fait beaucoup de choses. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, Tatum, tu es obligé de le juger sur, mec, t'es la superstar. Tu vois, c'est comme ça que moi je le présente souvent. Je dis, ouais, il est sous-estimé, t'es la superstar, c'est à toi de prendre les choses en main. Tatum, il fait 5 sur 19, 1 sur 5 à 3 points. C'est lui qui redonne un peu l'énergie dans la dernière minute quand ils sont menés. C'est lui qui derrière met 4 points de suite. Ouais. Mais pareil, la dernière action, et en fait, c'est plein de fois dans ce match, c'était très emprunté, Tatum. Des drives où tu as l'impression qu'il sait pas trop où il va, des espèces de fadeaway difficiles, un tir à 3 points dans le corner tout seul, important, absolument tout seul, il a le temps, il se concentre et il le rate. Là encore une fois, trop de tirs ratés, trop de maladresse. Et puis voilà, pas la présence que tu attends d'un joueur superstar. Hein. Pareil pour Jalen Brown d'ailleurs. Voilà, j'ai bien là-dessus. Moi, c'est le tandem parce que le fonctionnement du tandem, c'est parfois s'il y a un des deux qui marque moins, les deux dans tous les cas ils sont actifs. C'est pas des mecs, c'est pas des attaquants exclusifs. Là, les deux, 13 sur 42. Il n'y en a aucun des deux qui a pu rattraper l'autre sur l'adresse. Beaucoup de ballons perdus chez Brown. Beaucoup de ballons perdus. Moi, c'est la relation entre les deux que j'ai trouvé un peu. J'ai trouvé qu'il y avait, qu'il y avait un grain de sable un peu dans la machine. Ça fait 2 matchs de suite. On peut redéfendre la thèse de l'accident, double craquage, et puis ça va venir. Ils pourront pas être maladroits tout le temps comme ça, mais au bout d'un moment, on va dire, si au 3e match ils refont la même chose, on va dire c'est bon, le 3e accident, mais ça va finir par venir. Puis ils sont dehors, quoi. Donc c'est fou. Ce qui fonctionnait très très bien l'année dernière sur cet aspect-là, là pour l'instant ça ne marche pas. Ils ont réussi. Ce qui me surprend, c'est que ils ont eu la série d'avant où ils ont été challengés un peu avec une équipe qui leur mettait de la pression, qui jouait dur avec un manque de talent individuel certes, mais et du coup il y a pas pour moi, il y a pas le même écart que quand tu vois, le OKC Memphis et tu passes à OKC Denver. Il y a un monde, tu vois, et du coup, c'est l'ajustement, on en parlera après, il se fait progressivement. Les Celtics, bon, Orlando, c'est une équipe qui se bagarre, qui est moins forte que les Knicks, clairement, moins de talent, mais à la base, le degré d'intensité, de la combativité, la défense face à laquelle ils ont dû jouer, il y a pas non plus un million d'années-lumière entre les deux. Donc, c'est ça qui me surprend. J'ai du mal à l'expliquer pour l'instant. Moi, c'est ça. Là, j'ose utiliser le mot d'anomalie, mais ce serait injuste parce que là, si je suis fan des Knicks et que j'entends un mec qui est là dans un podcast qui te dit ouais, c'est une anomalie, les Celtics sont menés 2-0, ouais, j'ai envie de te dire, hey, mec, je vais te mettre des baffes. Là aujourd'hui, les fans des Knicks, quand même, chapeau, l'équipe tourne bien. Bien sûr. Et il y a un truc intéressant qu'a dit Jalen Brown après le match. Il a dit c'est maintenant qu'on va voir de quoi on est capable. Et je suis d'accord avec lui. Tu vois, l'an dernier, les Celtics ont eu un parcours. Tout le monde a mis en avant le fait qu'ils ont joué, qu'il n'y avait pas assez de concurrence, qu'il y avait des blessés, blablabla, que les Celtics, fallait prouver. Ok, il faut qu'ils prouvent. Bah là, c'est le moment parfait. Tu es mené 2-0. Tu as perdu tes 2 matchs à domicile. Effectivement, on va voir de quoi ils sont capables. Ce qu'il y a vraiment au fond d'eux, ce qu'il y a au fond de Tatum, ce qu'il y a au fond de Jalen Brown. C'est une équipe quand même qui a remonté, qui a déjà fait des comebacks. Ils étaient menés 3-1 contre les Sixers de Joel Embiid, James Harden et Doc Rivers, ils sont remontés. Ils étaient menés 3-0 contre le Heat. Ils ont failli revenir, ils ont perdu. Ils ont failli revenir, ils en ont gagné 3 de suite. Donc c'est une équipe qui a déjà montré qu'elle avait du caractère. Mais là, en tant que champion en titre, avec tout ça à prouver, après avoir perdu 2 matchs où tu as mené de 20 points, c'est effectivement le moment de montrer de quoi ils sont capables. Si vraiment je voulais être provocateur, je serais tenté de parier que les Celtics allaient gagner les 4 prochains matchs. Mais je vais laisser de côté les pronostics, parce que je pense que là, c'est le moment plutôt de se taire. Mais voilà, on va voir de quoi ils sont capables. Et honnêtement, les Knicks, pour le coup, eux, on a vu de quoi ils étaient capables. Ils l'ont montré. C'est pas l'équipe la mieux coachée, c'est pas l'équipe qui pratique le meilleur basket. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bons joueurs, voire même des grands joueurs dans cette équipe, et il y a des guerriers ultimes. Et c'est souvent ce que New York a réclamé, ce que les supporters ont clamé, ce que les supporters ont mis en avant. Ils mènent 2-0 en demi-finale de conférence. Ils sont à 2 victoires de retrouver en demi-finale. Oui, ils sont à 2 victoires de retrouver les finales de conférence pour la première fois depuis 2000. À l'époque, ils avaient joué les Pacers. Ils avaient perdu, mais c'est assez intriguant. On pourrait se retrouver 25 ans après avec les mêmes finales de conférence entre Indiana et New York. Moi, je les vois pas perdre 2 matchs de suite à domicile. Hein. Ils ont une confiance telle.
Je suis pas sûr que la série soit complètement terminée, mais bon, encore une fois, c'est terminé. Mais ils ont acquis une confiance. Tu te rends compte, tu vas 2 fois de suite, tu fais ça chez le champion, chez le grand favori de la tu te saison. sens invincible, à mon avis, là. C'est pour ça que ça va être dur, le vrai challenge pour les Celtics dès le prochain match. T'imagines, ils sont menés 3-0, mon Dieu, c'est. Ah bah non, mais s'ils sont menés 3-0, c'est terminé, de toute façon. Il y a jamais, enfin, là, tu vois, là, on passe de 15% à 0%, je veux dire. Ouais. Après, il y aura bien une équipe qui le fera un jour, hein, mais, je sais pas si mentalement ils auront les ressources pour se relever quand même complètement d'un 3-0. C'est vrai qu'ils avaient remonté Miami. Il n'y avait pas le même talent dans l'équipe du 8 que celle des Knicks. Là, quand même, je peux me permettre, t'as Bronson, t'as Kat, t'as Bridges, Hart, Anunoby. Et puis au final, ils ont trouvé leur petite rotation à 7. Avec Mitchell Robinson et Miles McBride, t'as quand même une petite rotation à 7 qui tourne du côté de New York. En tout cas, franchement, chapeau aux Knicks. C'est vraiment un scénario que en fait, là, sur ces playoffs, il y a quand même des scénarios. Tu peux te retrouver. Les finales de conférence, ça pourrait être, on se projette un peu, ça pourrait être OKC, ça je pense que tout le monde l'avait plus ou moins annoncé en début de saison, ou même si c'est Denver, peu importe entre les deux. J'ai dit OKC juste en premier comme ça, mais ça veut pas dire que je pense que peu importe. OKC ou Denver, tu sais qu'en début de saison, tout le monde aurait pu annoncer qu'une de ces deux équipes serait en finale de conférence. Peut y avoir Minnesota ou Golden State, je pense que l'un comme l'autre, c'était pas attendu. Indiana, New York, ça pourrait être tes 4 équipes en finale de conférence. Ça rend humble. Sur calmez-vous sur je pense ça. Il peut se passer. La réalité du terrain est parfois différente. Il y a une autre équipe qui avait été surprise sur ce premier match. C'était le Thunder, même si le Thunder n'avait pas gâché une avance de 20 points. C'était peut-être pas le même type de hold-up, mais le Thunder avait quand même été en maîtrise avant de s'écrouler un peu dans les dernières minutes. Shai Gilgeous-Alexander avait dit il faut une réaction. Quand on se fait corriger, il faut réagir. Eh ben, tu parles d'une réaction. Victoire d'OKC 149-106 contre Denver. 149 points. Et Shai Gilgeous-Alexander, réaction de MVP. Quel match? 34 points, 11 sur 13 au tir, 8 passes, le tout en 30 minutes et un différentiel de plus 51. C'est le plus gros différentiel de l'histoire des playoffs. Ouais, et il a fait le type de match qu'il a fait toute la saison avec OKC, c'est-à-dire en 3 quarts-temps, un chantier pas possible avec beaucoup d'adresse. Alors il n'y a pas tout le temps des plus-minus de plus 51, mais lui, comme les autres, ont réagi. Là, on a senti qu'après le premier match de réadaptation à un rythme et à une équipe, un adversaire au niveau élevé, ils se sont mis au niveau. Ils n'ont pas eu les mains qui tremblaient d'entrée. En fait, il n'y a pas eu de match. Enfin, ça a été un carnage, tout de suite, immédiatement, et il y a eu la réaction qui a été attendue. Shai, il a été clinique. L'adresse, il y a tout qui est rentré. Ils ont shooté à 56%. 71% dans le premier quart-temps. Ouais, c'était incroyable. Plus 24 à la fin du premier, plus 31 à la mi-temps, il y a eu plus 48 après dans le troisième. Enfin, certes, Denver a un tout petit peu limité, ce qu'on peut dire limiter les dégâts quand tu finis avec un tel écart, mais voilà, c'était pas du tout les Nuggets, c'était pas du tout dans le match et OKC a un peu plus assumé son statut de numéro 1 de la ligue sur ce match-là. Je sais même pas comment l'analyser, à part qu'il y a une équipe qui m'a semblé être prête pour le match et l'autre. C'est toujours difficile de savoir si inconsciemment ils se relâchent pas parce qu'ils ont gagné le premier match et qu'ils se disent bon on a fait le job, donc le deuxième c'est moins grave si on laisse filer. J'ai toujours du mal à savoir ça. Mais tu sais, il y a toujours ce truc dont tu parlais, c'est-à-dire que quand tu joues un game set d'une série et que tu attaques 2 jours après la série suivante, que l'autre équipe, elle a pas joué pendant plusieurs jours, toi tu es encore dans l'intensité, dans l'adrénaline, derrière il y a un contre-coup en fait. Donc parfois tu peux prendre ce game 1 malgré la fatigue. Ça, on a déjà vu souvent des scénarios comme ça. Tu viens de gagner ton game 7, l'autre ça fait une semaine qu'elle a pas joué, tu arrives, tu prends le game 1 souvent à l'extérieur, mais derrière il y a un contre-coup physique et évident. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Denver. Et puis il y a une réaction d'OKC en maîtrise complète de son jeu. Les Nuggets peut leur faire du bien aussi de se reposer. Jokic a pas pesé sur le match. Il finit avec 17 points, 8 rebonds, 6 passes, il prend 3 fautes. Personne n'a pesé sur le match de toute façon. Voilà, ça fait un reset. 1-1, tu arrives à Denver, chez toi, avec l'altitude. Et là, tu sais que ce game 3, par contre, c'est tout de suite un game pivot déterminant. Tu vas pas pouvoir refaire le même type de prestation. Je pense que le Thunder, pour le coup,
les joueurs sont rassurés, sont remis en confiance en mode ok, notre jeu, quand on le déroule, ça marche. On n'aura peut-être pas tout le temps autant d'adresses, mais de toute façon, on a un jeu à dérouler, on a quelque chose à montrer. On n'est pas numéro 1 par hasard, quoi. Et ça, c'est comme tu l'as dit, c'est le message envoyé, quoi. On n'est pas numéro 1. Il y a des petits trucs individuellement qui sont de nature à les rassurer aussi. Holmgren qui a craqué sur la ligne à la fin du dernier match, là, il fait 7 sur 7. Les remplaçants ont un peu plus contribué forcément, mais tu vois, un Isaiah Joe qui a été invisible ou qui a pas du tout pesé sur le match précédent, alors qu'en saison régulière, lui et Aaron Wiggins sont déterminants pour finir le job, pour finir le job en général. Là, ils ont été un peu plus à leur avantage quand même. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui je pense, peuvent redonner bien confiance après la défaite du premier match. Ouais, c'est clair. Je te propose qu'on passe à la nouvelle sur Stephen Curry. Ouais. Et les nouvelles sont pas bonnes pour les Warriors. Au moins une semaine d'absence. Et ce qui est cruel en plus dans tout ça, c'est que Golden State Minnesota, c'est la série où il y a un match tous les 2 jours. C'est pas le cas de toutes les séries, mais Golden State Minnesota, il y a un match tous les 2 jours jusqu'au Game 5. Donc là, en fait, potentiellement, Stephen Curry peut ne pas revenir avant le Game 5. Ouais, alors, on s'y attendait, c'était la sanction, c'était le verdict minimum, ouais, parce que on attendait de savoir si c'était grade 1 ou grade 2. Ou grade 2, on aurait sans doute plus revu des playoffs, parce que ça peut aller jusqu'à 6 semaines d'absence. Là, une semaine, en soi, c'est pas énorme pour une blessure, mais malheureusement, ça coïncide avec un calendrier très très serré. Et bah ouais, dans tous les cas, on savait qu'il manquerait au moins le prochain. Et après, à voir si selon la configuration, est-ce qu'ils vont pas essayer de le faire revenir plus tôt? Est-ce que lui va pas forcer pour revenir un petit peu plus tôt? C'est l'interrogation. Mais moi, je prends pas ça comme une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est pas le pire des scénarios, de toute façon. Il y a une chance qu'on le revoie, une bonne chance même qu'on le revoie. On va le revoir à un moment ou à un autre de la série. Mais c'est la blessure en elle-même qui était problématique et qui était une mauvaise nouvelle. Apparemment, il l'avait mal vécu dans le vestiaire. Il l'avait retrouvé hyper affecté. Enfin, c'est à l'âge qu'il a, et il sait qu'il a pas encore 10 ans devant lui et que c'est une super opportunité avec Butler qui est arrivé. Ils sont au 2e tour, il y a un tableau qu'est-ce qu'il est, je dis pas qu'il est ouvert, mais eux pensent qu'ils peuvent aller au bout avec le tableau qu'il y a, je pense. Et c'est dur à encaisser. Mais bon, on va le revoir, je pense. Je sais pas dans quelle disposition par contre, mais on va le revoir. C'est comme Théo j'adore cette formule qu'avait trouvé Théo sur le fait que Steve Kerr, tout ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir jouer les 4 dernières minutes en étant soit devant, soit un peu derrière. Ouais. Là, tout ce qui compte pour Golden State, c'est d'arriver à 2-2 au moment du Game 5. Donc là, sur les 3 prochains matchs, tout ce qui compte, c'est d'en prendre un. C'est qu'il y ait un match où sans Stephen Curry, tu arrives à gagner, ce qui est possible. Hein. Oui. C'est tout à fait possible. Et de te retrouver. Et au pire, tu es à 2-2 quand tu joues ce Game 5 décisif et tu te dis, bah voilà, sur une série qui maintenant se joue en 3, au meilleur des 3 matchs, on va être les meilleurs. On est au complet et on va être les meilleurs parce qu'on sait gérer ça. Ça va être tout le. Et si les Warriors se retrouvent à en gagner 2 sur 3, voilà, là, je pense que tu es effectivement dans une très bonne position, mais ça risque d'être pas très beau, Golden State. Je reviens. Ça risque de pas être très très beau. Quand je dis pas très beau, ça veut pas dire qu'ils perdront nécessairement, mais ils vont vouloir un match ultra haché, ultra défensif, faire craquer les nerfs de leurs adversaires, jouer là-dessus et miser parier sur le fait que sur quelques possessions, Jimmy Butler va enfiler le costume de super-héros. Après, voilà, je vais répéter ce qu'on a dit hier, mais peut-être Brandin Podjemski qui arrive à sortir un très bon match offensif. Éventuellement Jonathan Kuminga. Bah, il a son rôle, hein, là, le plus fou, tu sais, c'est que je te dis ça, et en même temps, tu sais même pas si Steve Kerr va faire appel à lui, en fait. À tout moment, Kuminga, il se prend un did not play, en fait. Il y a presque autant de probabilité de Kuminga qui met 20 points que de Kuminga qui ne joue pas du tout. Et alors là, ça, pour le coup, c'est même pas de son ressort, mais donc voilà, les Warriors vont devoir trouver d'autres armes pour essayer de tenir pendant une semaine. Après, c'est minimum une semaine pour Stephen Curry. C'est-à-dire qu'il est réévalué dans une semaine. Après, moi, je pense comme toi, qu'à un moment, s'il y a 2-2 au moment du Game 5, il va grincer. Il va serrer ils vont lui faire une infiltration des enfers. Ils vont trouver un truc, t'inquiète. Hein. Par contre, c'est très perturbant, les ischios. Hein. C'est vraiment pas... C'est pas comme la cheville, et déjà que la cheville, c'est chiant, ou le pouce, ou l'épaule, tu vois, où tu
les ischios, ça peut vraiment te gêner sur chaque course, chaque mouvement que tu fais, quoi. Ça peut être très, très perturbant. Donc à voir. Mais oui, ça aurait pu être pire. Là où tu as raison, c'est que c'était grade 2, c'était fini, quoi. Petit truc que je m'étais noté qui n'a rien à voir, mais donc là, avec OKC, il y a eu une première victoire à domicile, parce qu'il n'y avait que des victoires à l'extérieur, et d'ailleurs, les Knicks ont ajouté à ça. Donc en gros, ça fait 6-1 pour les équipes à l'extérieur, d'accord? Mais est-ce que tu as vu au différentiel de points avec la victoire d'OKC, du coup, si tu fais le total des points de chacun de ces matchs-là, les équipes à domicile sont quand même en tête avec 782 points contre 766. Ça m'a fait marrer. OKC a vraiment sauvé la patrie des équipes à domicile pour l'instant. En tout cas, ça continue de montrer qu'on a des playoffs assez extraordinaires, à la fois en termes d'intensité, de niveau de jeu sur certaines séries et de suspense, quoi, en fait. Les matchs sont intéressants à suivre au-delà de la beauté. Tu vois, le Boston-New York, en soi, c'est pas beau, mais si tu prends du recul, que t'as pas une préférence pour une équipe ou l'autre, sur les fins de match, c'est hyper tendu, quoi. C'est un peu, bon, celle-là fait un peu série des 90s, mais c'est quand même kiffant à suivre. C'est très différent d'un match à l'autre aussi, hein, les façons de jouer et tout. Ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais il y a une forme de beauté à voir une équipe s'écrouler. C'est très, c'est sadique un peu, je le sais, mais tu saisis le moment, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça rend quand même les. Après, oui, il faut pas être fan des Celtics pour dire ça, c'est clair. Mais mais c'est des playoffs très intéressants. Je sais pas du coup si vraiment c'est toujours beau, mais c'est très intéressant, ça. Je peux le dire comme ça. Ouais. Shai, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Cet après-midi sur la chaîne, replay de la late session de mardi dernier. Ouais. Et demain, nouveau CQFR. Les matchs du soir, il n'y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul, c'est que le Golden State Minnesota. Voilà. C'est ça. Et si les gens veulent vous nous avez dit en commentaire que on n'avait pas parlé de Greg Popovich, de toute l'actu autour de lui et de sa retraite, etc. Très bien. On a fait un podcast hier à 4 avec Théo et Benjamin. Donc allez voir ça. C'est un bel hommage, un bel hommage à Greg Popovich, qui n'est pas décédé, je le rappelle, malgré le ton parfois un peu triste qu'on peut adopter quand on parle de sa fin de carrière en tant que head coach. Mais allez écouter ça. Yes, t'as tout à fait raison, pardon. J'étais dans mon esprit. T'as tout à fait raison de le signaler, effectivement, que le podcast d'hier, assez long podcast à 4. Donc, comme l'a dit Shai, allez écouter ça et nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao.